Il n'y a pas d'autre solution. D'accord. D'accord? Ouais. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. 30 années de guerre dans la misère, tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. 30 années de guerre dans la misère, tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Tu as été trompé, on t'a utilisé, contre toi-même tu t'es massacré. Tu as été trompé, on t'a utilisé, contre toi-même tu t'es massacré. Les beaux discours t'ont terrorisé et sans pitié ton corps coulé. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Tu as été trompé, on t'a utilisé, contre toi-même tu t'es massacré. Tu as été trompé, on t'a utilisé, contre toi-même tu t'es massacré. Les beaux discours t'ont terrorisé et sans pitié ton sang coulé. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Avec le vent de la démocratie, j'espère être bien assis. Avec le vent de la démocratie, j'espère être bien assis. Maintenant, observant nos partis, franchement qui, parmi ces opportunités. Ok, donc, salut tout le monde, salut Anthony. Bonsoir. Ok, bienvenue sur Études Médias. Je suis Nour Officer. Je suis accompagné comme toujours avec Anthony Mona. Comme d'habitude, on va essayer de parler sur plusieurs sujets, surtout sur les actualités internationales et puis sur les actualités au Tchad. Donc, tout d'abord, on va parler sur l'actualité internationale en ce qui concerne la Russie. Donc, Anthony Moran, comment vas-tu? Ça va, Dieu merci, c'est nous. Ok. Donc, sans plus tarder, on peut aborder la question des drones en Russie. Oui, c'était le 3 mai 2023. Il y a quelqu'un qui dit le volume. Je pense que je ne sais pas ce qui se passe. Il semble que les gens... no volume, oh.
Okay, okay. Give me 1 second, all right? Hold on. No volume, hein? Oui. Il semble qu'il n'y a pas de volume. Les gens n'arrivent pas à nous entendre. Je ne sais pas si... Ah, les gens n'arrivent pas à m'entendre, hein? Non. Ah, c'est une panne technique, on dirait. Par rapport au volume, ou bien. Not volume, no volume at all. Huh? Wow. Give me 1 second. I don't know. I'm going to change that one. Il semble qu'il n'y a pas de volume alors. Pas du tout. Donc, okay, I'm going to stop sharing. Okay. Ok, ok, je vais essayer sur mon... okay. Oh, ok. Donc, il semble que ça marche. Donc, all right. C'est bon. Thank you, brother. I see cousin of mine. Ça passe bien quand même maintenant. D'accord. Alors, je suis en train d'attendre la réponse. How was it? Can you hear me well? Okay, je suis en train d'entendre pour voir si ça marche ou pas. All right, so let's see. What? Ok, je pense que maintenant ça marche. On va commencer directement. Donc, Anthony, on n'a pas assez de temps, donc on va directement entamer la question de la Russie. Vas-y. Bonjour, chers téléspectateurs, je vous dis bonjour. Merci, Monsieur Nour, de m'avoir offert encore une fois de plus cette occasion pour parler de l'attaque déjouée, donc des 2 drones sur Kremlin. Et donc, c'était le mardi, la nuit du mardi au mercredi, le 3 mai, pendant que les Russes étaient en train de préparer une célébration, une manifestation
de victoire sur l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a aperçu pendant cette nuit 2 drones d'origine inconnue, mais bien évidemment, les gens ont référé que c'est des drones envoyés par l'Ukraine pour assassiner le président Poutine. Et donc, ces 2 drones étaient aperçus par les radars russes sur Kremlin, Et quelques minutes après, nous avons aperçu une berge de fumée qui est sur Kremlin. Et l'attaque, entre-temps, l'agence de presse russe RIA Novosti a déclaré que l'Ukraine ou bien Volodymyr Zelensky a tenté assassiner le président, mais ils n'ont pas réussi parce que entre-temps, le président Poutine se trouvait dans une résidence privée, une résidence au niveau de Novo-Ogarevo. Voilà, donc le président a échappé belle à cet assassinat de 2 drones qui étaient téléguidés par l'Ukraine. Ça, c'était l'accusation que la Russie a formulée à l'égard donc de l'Ukraine. Donc, on va montrer une petite vidéo pour illustrer ce que tu es en train de dire. Donc, 30 secondes. Donc, on voit ici, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qui se passe dans la vidéo là? Voilà, vous voyez, c'est ici le Kremlin, c'est la présidence de la Russie, là où le président y réside. Donc, ici... Україна до цього не має жодного відношення. Тому що ніякої воєнної цінності в таких діях не існує. Voilà, donc ici, le Kremlin, vous voyez, au-dessus du Kremlin, là, il y a une berge. Hein. Il y a une berge et on aperçoit un drone qui est venu s'écraser sur la présidence de la Russie. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça parce que beaucoup des agences de presse se sont posées des questions, hein, on se rend compte comment les radars n'ont pas pu identifier loin ces drones jusqu'à ce que ces drones arrivent sur Kremlin avant d'être capturés par les radars au niveau de Kremlin. Ce qui n'est pas vraiment admissible, c'est inadmissible parce que on se rend compte que le Kremlin en question n'est pas protégé plus que le président même à la personne de Vladimir Poutine. Donc, on se dit, mais là, c'est extrêmement grave hein, qu'une présidence de cette envergure ne soit pas protégée. Donc je vais intervenir un peu là. Donc, vous voulez dire les 2 drones proviennent de l'Ukraine, n'est-ce pas? C'est confirmé ou c'est une accusation? Oui, ça c'est l'accusation de la Russie qui disait que ces 2 drones sont envoyés depuis l'Ukraine. Mais il y a Volodymyr, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a démenti complètement cette accusation en disant que l'Ukraine n'a rien à voir avec ces drones qui menaçaient le Kremlin. Donc, Volodymyr Zelensky a complètement démenti cette accusation. OK. So, quels sont les dégâts les drones ont-ils causé des dégâts ou qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Non, ils n'ont pas pu causer de dégâts parce qu'il vous avez aperçu hein, dans cette berge de fumée sur le Kremlin, les 2 drones ont été automatiquement écrasés sur la présidence de la Russie. Donc, il n'y a eu aucun dégât matériel ni humain parce que personne n'a été blessé selon les informations à la télévision de la Russie. Aucun blessé ni un mort. Donc, ces 2 drones ont été simplement écrasés sur le Kremlin. Donc, d'après ce que tu dis, Kremlin maintient que les 2 drones proviennent de l'Ukraine. C'est un attentat contre le président russe, n'est-ce pas? Oui. Ok. Je pense que cela va aggraver la situation de la guerre, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des pourparlers en ce qui concerne la guerre qui est en train de ravager les 2 pays? Justement, parce que il y a eu beaucoup d'analyses à propos de cet événement, de ce que on vient d'expliquer, parce que beaucoup de gens se sont posé des questions, mais on se dit, c'est aussi parfois, les gens ont dit que ces genres de choses peuvent être de pur montage parce que c'est dans la tradition hein, de la Russie, parfois peut monter quelque chose comme ça pour 2 raisons. La première raison consiste peut-être à discréditer l'ennemi pour trouver des arguments appropriés et faire peut-être pour ces arguments pourront justifier encore éventuellement peut-être des violences qui vont être exercées à l'encontre de l'Ukraine. Parce que on se pose des questions, on veut comprendre hein, un peu Kremlin, la Russie, la présidence de la Russie qui n'est pas capable hein, de se protéger contre des attaques, hein, des drones simples, c'est un peu étonnant. Donc, on dit la première raison qui consiste à ce montage, peut-être que c'est pour justifier, discréditer l'ennemi qui est l'Ukraine et le discréditer ou bien faire en sorte que les prochaines attaques contre l'Ukraine soient justifiées par cet attentat. La deuxième raison consiste donc à faire régner un climat de terreur hein, afin de renforcer la sécurité. Parce que je disais tantôt, la Russie était en train de préparer hein, un grand événement qui est celui donc de la célébration hein, de la victoire de la Russie sur l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un coup de ciel, en quelque sorte, pour dire aux gens pour dire peut-être aux agents de sécurité de renforcer encore davantage peut-être la sécurité. Donc, on peut créer quelque chose comme ça hein, pour aller dans ce sens. Mais en réalité, on ne sait pas si ces drones viennent d'Ukraine ou non. Pour le moment, je pense que la guerre continue. Est-ce qu'il y a, comment on appelle, il y a des pourparlers? Est-ce qu'on envisage la paix en Russie? Est-ce que les Russes et les Ukrainiens arrivent à rester sur la table et négocier pour une paix durable? C'est le souhait de toute l'humanité, hein, parce que la guerre d'Ukraine a beaucoup d'impact sur le monde, plus précisément en Afrique. Donc, c'est de pourparler. Les gens sont en train de négocier, les gens cherchent à rapprocher les 2 pays pour trouver des compromis. Mais juste là, on remarque que les belligérants sont plus ou moins en chien de défense parce que il y a rien qui sienne en ce moment que ces 2 belligérants pourraient encore s'asseoir et discuter. Actuellement, non, parce qu'il y a des offensives qui sont plus quotidiennement envoyées contre l'Ukraine, tout ça. Donc, c'est difficile d'appréhender cet aspect de compromis ou de négociation en quelque sorte. Ok, d'accord.
Donc, on va parler en ce qui concerne la crise énergétique au Tchad. Qu'est-ce qui se passe réellement au Tchad donc, en ce qui concerne la crise énergétique? Oui, depuis un certain nombre de jours, je pourrais parler probablement une semaine déjà, nous avons assisté à une crise énergétique dans le pays, de tout le Tchad. Et là, les gens sont au bout de leur souffle parce que lorsqu'il n'y a pas d'énergie, vous savez, il n'y a pas de développement. Et on nous fait comprendre, les autorités disent que la raffinerie est soumise donc à une révision des installations. Donc actuellement, la raffinerie ne fonctionne pratiquement pas. Les gens sont sur les travaux de réflexion, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas carburant, mais beaucoup de gens... C'est ce que vous voulez dire, la crise énergétique? Pardon? Est-ce que tu peux nous expliquer en détail qu'est-ce que cela veut dire? Si vous dites la crise énergétique, de manière beaucoup plus précise? Oui, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Je disais de manière très précise, c'est-à-dire que les autorités ont justifié cette pénurie de carburant et de gaz à cause de la réflexion, parce que on nous dit que la raffinerie est soumise à une maintenance, depuis presque 2 à 3 ans. Il n'y avait pas eu de Ok, il y a un problème technique encore. Anthony, je pense qu'il n'arrive pas à m'entendre. Problème technique. Anthony nous a quittés. Je pense que son Internet ne fonctionne pas. On va entendre un peu pour que nous rejoigne. On parlait effectivement de la crise énergétique au Tchad, mais il y a beaucoup d'autres crises aussi. Donc, Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. 30 années de guerre dans la misère, tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. 30 années de guerre dans la misère, tu cherches en vain un homme qui te libère.
Iber, enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Oui, vous m'excusez à cause de machines, des erreurs de machine, il y a eu surchauffe. Ouais, je vois. L'appareil s'est surchauffé et du coup, ça s'est éteint. Ah, ok. Il fait extrêmement chaud ici au pays, donc Ok, je vois. c'est compliqué. Alors, tu peux Voilà. continuer. Voilà, donc je disais tantôt, on nous dit que la raffinerie de Djermaya est en maintenance. Hein, donc, les autorités ont justifié cette pénurie de carburant. Actuellement, en Djamena, plus précisément, il n'y a aucun, il y a pas carburant, il n'y a pas de gaz. Ça fait que toutes les activités sont complètement au ralenti. Actuellement, ils ont commandé quelques citernes qui sont venues, mais cela ne suffit pas. Ce matin encore, nous avons aperçu un nombre important des engins au niveau des stations d'essence. Tout ça, donc, la crise continue encore en ce moment et c'est vraiment lamentable. Les gens n'arrivent pas tout est augmenté sur le marché. Tout est augmenté à cause de cette crise énergétique. Mais on sait que le Tchad est un pays pétrolier. Mais pourquoi c'est vraiment, c'est un peu paradoxal parce que là, il y a des erreurs monumentales qu'on a constatées. Parce que chez les autorités, hein, la semaine passée, le ministre du pétrole avait fait une déclaration qu'on a trouvée pratiquement plein de confusion parce que en tant qu'autorité, premier responsable d'une telle institution, quand il y a un programme hein, qui consiste donc à maintenir ou bien à soumettre une raffinerie à la maintenance, quand même, ils doivent faire des prévisions qui consistent donc à stocker une quantité suffisante de carburant pour permettre d'alimenter hein, la ville, ce qui n'était pas le cas. C'est comme si cette maintenance vient à un coût, c'est pas moi, trop fatal et ça a causé énormément d'impact sur la population. Non pas faire de stock, de prévision, si vous voulez, et nous nous retrouvons devant cette situation. Et ils étaient obligés de commander le carburant dans les pays voisins, à savoir le Nigeria, le Soudan, tout ça. Donc, le temps que les commerçants puissent acheminer le carburant dans les villes tchadiennes, cela a mis du temps et que la population s'est trouvée au bout de nous. Donc, c'est vraiment lamentable cette situation. Il y a combien de raffineries au Tchad qui fournissent? Il n'y a que l'unique raffinerie de Djermaya, il n'y a pas autre raffinerie. Donc, il y a une seule raffinerie. Une seule raffinerie, oui. En ce qui concerne, la fois dernière, on a parlé en ce qui concerne Savannah et Esso. Le Tchad a pu nationaliser, comment on appelle, l'Esso, n'est-ce pas? La compagnie qui faisait l'exploitation pétrolière. Ouais. Et donc, le Tchad est en charge en termes d'exploitation pétrolière, n'est-ce pas? Est-ce que l'exploitation continue ou c'est arrêté? Oui, maintenant, il y a une nouvelle compagnie qui a été créée. Il y a la compagnie tchadienne du pétrole, en abrégé CTP. C'est une compagnie qui a été créée par le Tchad lui-même qui doit désormais prendre les choses en main. C'est-à-dire que c'est une compagnie qui remplace automatiquement Esso,
qui a quitté déjà le territoire tchadien. Donc, en ce moment, je peux dire encore que les gens sont à pied d'œuvre pour relever le défi en ce qui concerne l'exploitation pétrolière dans les champs pétroliers exploités par la compagnie ExxonMobil. On va continuer sur un autre sujet. Oui. Tu peux nous parler de l'intronisation du roi Charles III? Oui, c'est depuis samedi que, comme de par le monde, nous avons assisté à une cérémonie d'intronisation du roi d'Angleterre, Charles III. Okay. Pardon? Non, vas-y. Voilà, après le décès d'Elisabeth le mois dernier. Donc, voilà, samedi, c'était cette cérémonie qui a un caractère purement religieux. Nous avons remarqué qu'à travers la cérémonie, cette cérémonie a été présidée beaucoup plus par l'archevêque de Canterbury. Et l'Angleterre, donc, a désormais un nouveau roi qui doit régner plus désormais, donc en Grande-Bretagne. OK. Est-ce qu'il y a des controverses qui entourent l'intronisation du roi? Puisque j'ai entendu des remarques en ce qui concerne le royaume de Bretagne, pour dire que peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir un royaume, mais il y a des gens qui parlent beaucoup, donc il y a beaucoup de controverses. Justement, vous avez dans toute activité, il y a des controverses, parce que justement, quand le roi Charles III a été intronisé, il a fallu qu'il se déplace de la salle qu'on appelle le Westminster salle là-bas, le Westminster, c'est ça la salle de l'intronisation de tous les rois en Grande-Bretagne. Et donc, quand il se déplace, il y avait un groupe d'individus qui étaient contre, qui manifestaient pour dire que c'est odieux qu'à 21e siècle, nous avons des rois qui peuvent faire des lois à leur guise, qui peuvent diriger le monde à leur guise. Non, c'est inadmissible parce que nous sommes au XXe siècle. Nous devons choisir les gens. Le peuple a ce droit-là, accordé par la démocratie, de choisir son dirigeant, de voter les lois qui vont à l'avantage plutôt du peuple. Mais nous n'avons pas besoin d'un roi pour diriger un pays comme la Grande-Bretagne. Il y en a qui écrivent même dans leur pancarte que Charles III n'est pas leur roi, et beaucoup crient au diable Charles III. Donc, vous voyez, justement, c'est un peu lamentable parce que de nos jours, on parle encore de royaume. Mais moi, je pense que c'est une minorité qui fait la polémique, mais la majorité veulent avoir la royauté en Grande-Bretagne, je pense. Oui, la majorité est d'accord, mais nous devons comprendre que la Grande-Bretagne est un pays de puissance. La Grande-Bretagne fait partie donc des pays puissants au monde qui montrent l'exemple de la démocratie. Donc, nous sommes à l'ère démocratie où ces puissants-là doivent nécessairement encourager la démocratie pour promouvoir le principe ou bien les valeurs de la démocratie à travers le monde. Mais quand on se retrouve dans cette situation, vous voyez,
les gens peuvent encore mal copier hein, pour dire simplement que des pays puissants comme la Grande-Bretagne encouragent encore la monarchie. Combien de fois certains pays, voilà, comme vous comprenez. Donc, moi, à mon avis, je dis que ce système de royaume-là, logiquement, on devrait bannir ça de la société. Non, non, moi, à l'ère de la démocratie. Je ne suis pas d'accord. Je suis tout à fait contre ce que tu dis, puisque moi, je pense que la démocratie et la monarchie peuvent coexister, n'est-ce pas? Puisque c'est une tradition pour beaucoup des Britanniques. Donc, je pense que c'est pas, on n'a pas le droit de dire qu'on va bannir leur tradition, d'accord? Il y a beaucoup de pays qui ont des monarchies. C'est une tradition ancienne. Donc, je pense que c'est mal placé de dire que la Grande-Bretagne doit complètement bannir leur système. C'est-à-dire ils peuvent avoir la démocratie et en même temps avoir leur tradition à côté. Justement. Bon, moi, je ne suis pas aussi totalement contre. Je ne suis pas totalement contre, mais je suis en train de parler un peu en faveur de ceux qui manifestent. Ils ont aussi leurs raisons. Mais la tradition de la Grande-Bretagne, il faut reconnaître que c'est un roi qui s'engage dans le principe, divin ou bien dans la justice divine. Donc, ici, vous avez constaté que toutes les cérémonies d'intronisation du roi sont présidées par un archevêque, un archevêque, un homme de Dieu. Donc, logiquement, on suppose que les rois doivent faire la volonté de Dieu. Ils doivent comprendre qu'il y a un Dieu qui est au-dessus d'eux. Et donc, toutes leurs actions soient des actions qui vont dans la crainte de Dieu. Donc, je ne suis pas aussi totalement contre. Oui, je pense qu'on doit respecter les traditions des autres. C'est ça qui est le principe. D'accord? Ouais, c'est ça. Donc, on peut continuer sur une autre polémique qui fait l'actualité. L'affaire de Cléopâtre. Oui, bon, avant qu'on ne puisse aborder ce prochain thème, je veux expliquer comment se passe la cérémonie d'intronisation du roi en Grande-Bretagne, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas comment ça se passe. Donc, je vais un peu expliquer. Okay. D'une manière brève pour permettre à ceux qui n'ont jamais compris de bien comprendre ce qui se passe dans l'intronisation. Voilà, donc l'intronisation du roi en Grande-Bretagne se passe en 5 grands axes. Dans le premier axe, la première étape consiste donc à ce qu'on appelle la reconnaissance, c'est-à-dire le roi n'est pas encore connu du grand public. Donc, on fait venir le roi qui est posé devant, à côté du fauteuil, ou bien on appelle autrement le trône. Il est placé à côté de cette chaise-là. Cette chaise qui est datée de plus de 700 ans, c'est-à-dire fabriquée par le roi premier appelé Édouard. Et on amène le roi, on le pose à côté de ce trône. Et donc, le prêtre, l'archevêque, à son tour, prononce une parole, voilà, le nouveau roi, c'est lui, le roi incontestable, et c'est lui qui désormais prendra les rênes de la Grande-Bretagne. Il fait la reconnaissance, donc tous les spectateurs vont dire simplement save the king of British. On veut dire que le roi soit sauvé. Vive le roi. Donc, c'est en ce moment que le peuple, ou bien le peuple du Grande-Bretagne, vont prendre connaissance du roi qui va désormais
régner en Grande-Bretagne. Et après la seconde étape, on va le faire prêter serment. Le serment consiste à faire quoi? C'est-à-dire le serment se passe sous deux aspects. Le premier aspect, ce serment-là, enfin pour l'intronisation de Charles III, le prêtre ou bien l'archevêque anglican des églises anglicanes a reconnu au moins les multiples confessions religieuses en Grande-Bretagne. Donc, il fait prêter le serment au roi pour dire que le roi doit reconnaître que en Grande-Bretagne, il y a multiples confessions religieuses. Donc, ceux-là sont libres à fonder leur foi dans n'importe quelle domination religieuse en Grande-Bretagne. Donc, ils s'engagent à protéger tous ceux qui sont des fidèles de ces confessions. Et le second serment consiste à s'engager dans la fidélité, comme un serviteur de Dieu, à respecter les lois, à respecter certains principes bibliques et à s'engager donc à être un protestant. Et là, le roi Charles III doit prononcer clairement ces engagements ou bien prêter ce serment. La troisième étape est appelée l'étape de l'onction. Ça, c'est une étape purement sacrée. Donc, même les téléspectateurs ou bien ceux qui sont dans la salle, même de l'intronisation, ne voient rien parce que c'est tellement sacré au point qu'on ne met pas, on n'expose pas à tout le monde. Donc, l'onction consiste donc à, ils ont fabriqué une huile à base des olives recueillies dans les champs d'oliférés situés, des champs d'oliférés qui sont situés dans les monts des Oliviers. Ça, c'est en Israël, à Jérusalem. Donc, c'est cette qualité d'huile-là qui est amenée et on fait des rites. Après, l'archevêque va verser d'une ampoule dans une cuillère et de cuillère, il recueille dans ses doigts pour appliquer au visage du roi sous forme de croix et un peu oindre un peu à la poitrine et à la main. Donc, c'est une étape purement sacrée qu'on n'expose pas à tout le monde. Et à l'étape 4, on appelle ça l'investiture. L'investiture, ici, consiste à faire quoi? C'est-à-dire à simplement dire au roi de prendre ses engagements désormais et qu'on lui donne tout le pouvoir à travers un homme de Dieu. Et l'investiture aussi lui permet de dire qu'il est le fidèle serviteur de Dieu et désormais il s'engage à respecter la parole de Dieu, à œuvrer dans le sens d'assurer la quiétude et la tranquillité du peuple grand. La dernière étape est celle donc de l'intronisation et l'hommage. L'hommage, ça c'est une étape qui consiste à donner au roi ce qu'on appelle les régalias. Les régalias, c'est quoi? C'est une sorte de manteau d'or, un ceintier qu'on donne, appelé communément ça peut tonica, c'est purement anglais. Donc le ton peut varier. C'est un truc qu'on donne au roi sous forme de manteau. Et les autres ainsi comme l'orbe du souverain, l'anneau du couronnement, le sceptre et les épurons, ou l'épée ornée de bijoux et d'or. Donc, c'est ces insignes-là qu'on attribue au roi avec les cannes. Les cannes aussi en or, en guise de commandement. Donc, c'est toutes ces choses-là qui viennent donc accomplir l'intronisation du roi. Et le roi est présenté au public, au balcon, qui doit prononcer ces mots que désormais c'est lui qui prend la reine. C'est comme ça un peu les étapes de la cérémonie d'intronisation du roi en Grande-Bretagne.
Ok, merci pour les explications. Donc, on va aller, on va regarder, entamer la question de Cléopâtre. Ça fait une polémique. Mais qui est Cléopâtre? Pourquoi on voit il y a beaucoup de brouhaha? Voilà, Cléopâtre, c'est un roi, c'est une pharaon, hein, c'est une pharaon, c'est une pharaon, une reine hein, en Égypte qui existait avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans les entre 30 et 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est une égyptienne, une pharaon qui existait en Égypte et qui avait gouverné ou bien avait régné un certain nombre d'années en Égypte. Bon, cette affaire, pour vous expliquer plus clairement, à dire que c'est à travers une bande d'annonces de Netflix qui annonçait depuis un certain nombre de jours que il y aura une série qui va apparaître le 10 mai. Donc, dans cette bande d'annonces, ils ont présenté une série qui a été produite par Jada Pinkett Smith et jouée par Adele James. C'est une femme d'origine britannique et c'est là la femme qui prend le rôle, qui joue le rôle de pharaon est complètement noire, c'est-à-dire qu'elle a une peau qui est trop foncée et noire, si vous voulez. Et donc, à partir de cette actrice qui est Adele James, beaucoup des Égyptiens se sont posé des questions. Ils disaient, mais la pharaon n'était pas aussi noire comme ça, parce que la pharaon avait une peau blanche. Elle n'est pas d'origine africaine pour qu'on puisse faire jouer une actrice de peau noire à sa place. Et c'est là où le procureur, l'avocat premier de l'Égypte avait porté plainte contre ou bien le producteur de ces films-là, pour dire que non, ils sont en train de dépeindre, hein, si vous voulez, ils sont en train de dépeindre l'image de la pharaon, parce que c'est une atteinte à la souveraineté de l'Égypte, puisque la pharaon n'était pas noire, c'était une femme blanche d'origine macédoine, c'est-à-dire sa maman est grecque et son père est macédonien, donc elle avait la nationalité macédonienne. Donc, c'était comme ça, ça a fait bruit. La plainte était au niveau du tribunal et ils ont, dans un premier temps, cherché, parce que le film en question veut simplement dire que, comment on appelle, la pharaon n'était pas aussi blanche, mais c'était une femme noire. C'était une femme noire. Donc, ils ont tourné ce film pour informer au public égyptien ou bien mondial que c'était une africaine, en quelque sorte. Donc, ce n'était pas, l'Égypte n'a pas été, comment on appelle, la reine ou bien la reine d'Égypte n'était pas aussi une femme blanche, mais c'est une femme africaine. C'est ça un peu l'enjeu du film Cléopâtre. Donc, j'ai une question en ce qui concerne la plainte de la part du gouvernement égyptien. Est-ce que c'est une atteinte pour nier que l'Égypte ancienne était noire, n'est-ce pas? Exactement. Ouais, c'est pour dire que c'est une façon de nier l'existence des pharaons noirs qui existaient avant. Exactement.
Oui, parce que depuis toujours, vous devez aussi avoir cette information parce que souvent même les Occidentaux disent que l'Égypte, quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire, ça prouve que même les Occidentaux ont leur origine africaine. C'est un peu ça. Donc l'Égypte à l'époque n'était pas un pays africain en tant que tel, mais l'Égypte ancienne. Non, on ne parle pas de l'Afrique, on parle il y a des gens qui étaient noirs qui existaient en Égypte. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est pour dire que les gens croient qu'en Égypte, il n'y avait pas de noirs. Il n'y avait pas de noirs, mais ce film vient juste de renforcer parce que les gens ont fait assez des études sur l'Égypte, tel que M. Zahi Hawass, c'est un archéologue et égyptologue qui avait fait aussi des études dans ce domaine. Et cet archéologue disait que oui, il y avait eu des études approfondies à propos de cette pharaon-là. Et les études ont démontré qu'effectivement, cette femme avait une origine noire. Elle était noire. Mais lui, en question, il n'a pas confirmé cette assertion parce que pour Zahi Hawass, la reine Cléopâtre est des mères grecques et des pères macédoines. Et elle est de Macédoine. Donc, naturellement, la pharaon ou bien la reine Cléopâtre est macédoine. Donc, naturellement, on ne devrait pas apporter de critiques à propos de son image. Parce que même dans les momies qui ont été révélées, l'ADN, tout ça, les gens ont étudié que la reine Cléopâtre n'était pas une noire. Moi, je pense que depuis longtemps, surtout les gens en Égypte veulent nier complètement le fait qu'il y a des pharaons qui étaient noirs. D'accord? Pour cette raison, le professeur Cheikh Anta Diop avait lutté depuis longtemps pour démontrer que l'Égypte ancienne était noire. Oui. Jusqu'à là, il y a une partie des Égyptiens qui ne veut pas reconnaître ça. Je pense que c'est dans cette voie qu'ils ont fait la complainte pour en ce qui concerne les films. Sinon, ça doit pas être. C'est juste un film. Pourquoi aller jusqu'à rédiger une plainte contre le producteur? Ça doit oui, être... il y a une plainte qui a eu gain de cause parce que on nous fait comprendre que la série ne va pas apparaître. Ils ont annulé en quelque sorte la série et actuellement, normalement, la série devait apparaître le 10 mai, mais à cause de cette plainte, elle a été annulée purement et simplement. Donc, voilà un peu la situation qui fait bruit donc, en Égypte pendant cette semaine. OK. Je pense qu'on t'en va vers la fin. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux ajouter? Bon, ajouter par rapport à la reine Cléopâtre, sinon... non, de manière générale, en ce qui concerne ce qu'on avait discuté jusqu'à là. Oui, voilà. Dans tous les cas, moi, je voudrais revenir à la situation de crise actuelle au Tchad. Parce que beaucoup de citoyens lambda se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas réellement dans ce pays? Est-ce que vraiment les Tchadiens sont maudits ou bien, bon, il y a beaucoup de choses. Parce que maintenant, on se rend compte que de jour au jour, le pays va mal. Maintenant,
il ne reste qu'à enterrer le Tchad parce que tout ne marche pas. Tout ne marche pas et là, il faudrait que les autorités puissent vraiment se mettre au travail, chercher à relever le défi, hein, surtout pour renflouer un peu l'économie du pays. Actuellement, quand il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas de développement. Donc, l'énergie, les carburants est à l'origine de tout le développement. Parce que sans carburant, les entreprises ne fonctionnent pas. Hein? Les gens, aujourd'hui, par exemple, la journée a été décrétée, hein, journée sans engin. Les journalistes sont en grève à partir d'aujourd'hui, à partir de lundi jusqu'à mardi. Hein, et il y a les enseignants aussi qui sont en grève. Les établissements scolaires sont fermés. Hein. Ces activités qui sont bloquées, hein, constituent vraiment une entrave à l'économie du pays. Et c'est très grave. Donc, l'air est grave. Il faudrait que les autorités se mettent sérieusement, hein, au boulot pour que les choses marchent. Sinon, le pays risque de s'arrêter et ça ne serait pas avantageux pour nous, les Tchadiens. C'est vrai, il y a des soupçons qui vont de là pour dire que tout cela est la France, mais il faudrait que nous, les Tchadiens, même, nous prenions notre destin en main. On ne doit pas toujours... France, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a une soupçon. Quelle est la soupçon? Les soupçons? Oui, il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, partout à travers les médias, que la France qui a mis la main sur le pétrole tchadien, hein, et comme la France avait des relations avec la Russie, c'est la Russie qui alimentait la France en carburant. Et maintenant, il y a une tension par rapport à la guerre ukrainienne, là, qu'il y a une tension entre la France et la Russie. La Russie a coupé tout. Donc, actuellement, la France ne sait à quel sens se vouer et s'est tournée vers ses colonies, à savoir le Tchad, pour mettre la main sur la raffinerie. Et donc, le pétrole tchadien est en train d'être déporté vers la France pour alimenter ses compagnies, ses entreprises. C'est un peu l'information qui circule. Pardon? Est-ce que cette information est vérifiée? Non, c'est pourquoi je disais que c'est des informations reçues comme ça, sans vérifier. Mais si voilà, des choses que voilà. Pas vérifier, alors c'est pas juste. Voilà. Donc je disais si telle est une vérité, il faudrait pas qu'on se laisse manipuler par la France. Il faudrait qu'on prenne nos affaires, nous les Tchadiens personnellement, pour juguler cette crise, parce que si on doit continuer à attendre tout de l'Occident, nous ne pourrons pas avancer économiquement. Moi, je pense qu'on ne peut pas quand même, on peut pas accuser la France en ce qui concerne la malgestion du gouvernement tchadien. Ouais. Nous sommes responsables. Nous devrions faire notre mieux pour diriger le pays, mais on ne veut pas quand même dire des informations qui ne sont pas vérifiées, qui circulent sur les réseaux sociaux. Ouais. La responsabilité revient à l'État tchadien d'assumer, de faire tout pour que l'état de l'énergie soit résolu. Ouais. Justement. Donc, oui, est-ce qu'il y a d'autres points que tu peux ajouter, puisque... Bon, pour aujourd'hui, ça va, je n'ai pas aussi c'est des choses à dire. Oui, donc, tu vois, donc on ne peut pas quand même dire des choses qui ne sont pas vérifiées. Ouais. En ce qui concerne les carburants qui vont vers la France, c'est quand même bizarre, alors. C'est ça. D'accord? Bon, c'est des informations qui ont été relayées sur la toile. Même pas plus tard, avant-hier, j'ai vu une vidéo qui a été postée par quelqu'un également, un journaliste de renom sur Facebook. Donc, c'est des informations qui ont été relayées. Je dis, bon, mais
on ne doit pas tenir compte de toutes ces informations, mais il revient à nous les Tchadiens. Si ces informations sont vraies ou fausses, ce n'est pas notre problème, mais il nous revient à nous les Tchadiens de prendre notre destin en main. Oui, c'est ça. Tout à fait. Je ne vois pas d'inconvénient puisque la responsabilité vient à nous de faire tout pour développer les pays, mais pas pour autant accuser les autres. On doit toujours se focaliser sur des informations qui sont vérifiées pour qu'on fasse des analyses qui sont justes et correctes. D'accord? C'est ça. Donc, je pense que si tu n'as pas d'autres choses à dire, on va terminer les lives. Oui. Et on va retrouver à un autre moment là. D'accord. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Ok. Merci à tous les mois. Bye bye. Dari